de véritables partenaires pour régler les questions que CGA fait. On dit CGCI. Vous, si on dit à vos entreprises de venir chez vous pour faire ces formalités, elles sont très à l'aise, elles sont dans leur milieu, elles payent les 4% via vous. Voilà. Et puis nous, impôts là, on vous donne les 2%, on vous donne 1% pour votre gestion. C'est tout. Ça va booster. Le gars va dire, je m'en vais à un PME, c'est mon membre. Voilà, ils sont là pour moi. Ils vont m'encadrer. Et c'est fait. Y compris les FIPME, et c'est fait. Dans d'autres pays, le conseil professionnel n'a pas qu'un rôle de défense, bien non, de combat. Mais ce sont des structures complémentaires parce que leur langage, leur discours sont propres à leur secteur d'activité. Bon, ça, c'est le naïf qui... D'accord. Voilà, D'accord. Donc, on va prendre quelques... Juste, oui, non? Et puis, on va continuer peut-être la série. Oui. Vous avez dit, pourquoi passer par les CGA plutôt que de bénéficier directement des 4%? Comme je l'ai dit tantôt, le CGA a une mission d'encadrement. Le CGA va aider l'entreprise à faire ses déclarations. Qui fait mal ses déclarations et qui ne fait pas ses déclarations sera sanctionné. Il faut bénéficier des 4%. Est-ce que vous êtes apte, quand je dis vous, je ne parle pas de vous, mais je veux dire une entreprise X, est apte à faire correctement ses déclarations, à les déposer à temps voulu dans les délais prévus par l'administration fiscale? Parce que le CGA est chargé de suivre cela pour l'entreprise en question. Mais c'est une proposition que vous faites, bien entendu. Vous avez dit, est-ce que les fêtières et autres ne pourraient pas jouer ce rôle d'intermédiaire entre l'administration fiscale et autres? Ce sont des propositions. Oui, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, même pour dire que les fêtières, je ne dis pas peut-être tout le temps qu'on prend en compte. Ce n'est pas tout le temps pris en compte les propositions, mais elles sont impliquées dans le processus d'élaboration du projet d'annexe fiscale. Parce que chaque année... Non, je ne dirais pas pris en compte du tout. Je ne dirais pas pris en compte du tout. Ouais. Parce que si je fais 10 propositions, que cette année, on me retient une proposition, que l'année prochaine, je reviens. Je ne dirais pas pris en compte du tout. Justement. On ne peut pas tout accepter, peut-être venant, bien sûr, comme proposition venant du secteur. Tout est progressif. Voilà, la CGC ne me dira pas que depuis qu'elle existe, aucune de ces propositions n'a été retenue. Non, on ne peut pas dire ça. Voilà. Donc, c'est au fur et à mesure. Voilà. Vous pouvez faire une proposition cette année, elle sera rejetée. L'année d'après, vous faites la même proposition avec des arguments plus solides, ainsi de suite. À un moment donné, la mesure peut être retenue. D'accord. Donc, je veux dire que de plus en plus, on essaie d'impliquer les structures du secteur privé dans l'élaboration du projet d'annexe fiscale. Merci beaucoup. On va donc donner la parole à Donc, c'est une proposition que vous pouvez faire. Oui, mais en fait, le CGA a son rôle. Il a été créé parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne pouvaient pas faire leur déclaration, qui ne savaient pas comment tenir comptabilité, et ainsi de suite. Donc, les CGA ont été là pour les encadrer à un moment donné. Voilà. OK. Merci. OK, on va donc prendre quelques noms. Il y avait Ekou qui avait levé la main, mais je crois qu'il est... Oui. Bélé. Oui, c'est bon. Mon avis, c'est... Monsieur Bélé d'abord. Oui, c'est bon. C'est bon. Elle a levé la main. Ah d'accord, je n'avais pas vu. Oui, c'est bon, j'ai vu. Madame la Présidente, j'ai vu. C'est... Oui, Président, allez-y. Voilà. Merci pour cette présentation. Mais, les PME nous ont parlé de leurs difficultés à avoir accès au marché public. Donc, si j'ai bien compris, la petite structure qui, par miracle, obtiendrait un marché, elle va devoir payer la taxe de l'entreprenant. On va lui retenir les 10% sur les retenues de l'État quand elle fait des paiements.
elle va payer l'AIRSI sur ses achats et les ITS aussi, dont la taxe n'est pas, pour laquelle la taxe n'est pas libératoire. C'est ça, elle aura payé à tout cela. Oui, l'impôt sur oui, les ITS, bien entendu, les ITS sont acquittés par tout le monde. Dès lors que vous avez des employés, vous allez payer les ITS. Donc, il y a la retenue des 10% pour les règlements faits par l'État, c'est ça, et les EPN. Oui. D'accord, donc ça fait déjà 4% ou 6 pour si c'est une micro-entreprise, 4 plus 10, 14. Bon, c'est peut-être déjà sa marge. Hein. Je ne parle pas ce qu'elle a dû donner pour avoir les bons de commande et ce qu'elle va payer pour se faire payer, parce que ça, c'est pas écrit dans les textes. Mais déjà, les 14%, ça fait déjà peut-être sa marge. Hein. Si on est dans un environnement concurrentiel et qu'on veut obtenir un marché, est-ce que ça ne fait pas quand même un cumul parce qu'il y a les 2,5 qui vont être sur ces intrants. Pensant qu'il s'agit par exemple d'une activité purement commerciale, elle a une petite marge. Donc si elle a 20%, on lui retient 10 à la source au moment du paiement, qu'elle paye les 6% parce qu'elle n'est pas en CGA et qu'elle paye 2,5 sur son prix de revient, il lui reste que les yeux pour pleurer. Donc est-ce que l'administration fiscale pense que c'est un régime incitatif ? Notamment la retenue des 10%, parce que si la personne est dans le système, elle est quand même dans le système fiscal, elle est connue. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser qu'on abroge et qu'on ne fait la retenue que sur les gens qui, de toute façon, a priori, ils n'ont pas accès au marché public, mais qu'on ne fasse pas qu'on abroge ces retenues à 10%, puisqu'on a des moyens de suivre la fiscalisation. Ouais. Parce que les 10%, ils sont déductibles de rien. Merci pour... D'accord, ok. Imaginez un peu le nombre de personnes dont la tension est montée ou qui ont eu un AVC lorsqu'ils reçoivent un document de patentation de 17 millions, 30 millions. Ça, il faut prendre ça en compte. Surtout quand c'est des très petites entreprises qui ne sont pas habituées à ce choc émotionnel-là. Vous recevez un document, vous dites vous devez payer 30 millions, 5 jours de recouvrement, sinon vous mettez quoi là, il y a un terme là, recouvrement forcé par tous les... C'est assez difficile et ça ne facilite pas, j'ai envie de dire, la relation qu'on devait avoir avec la Direction générale des impôts, qui pour moi devait être une relation de partenaire. Voilà, j'ai une de mes entreprises qui est à l'intérieur du pays et je vous assure que je ne sais pas s'il est assez différent ce cas-là, mais pour être un cas pour lequel vous pourrez vous en inspirer pour les autres agents. J'en ai parlé à M. Kou. C'est un monsieur, lorsqu'il apprend qu'il y a eu même un problème dans un secteur, il vous appelle. Madame, vous allez bien? Bon, c'est que c'est un peu compliqué. C'est mon agent de recouvrement. Mais quand il m'appelle, c'est pour s'enquérir de est-ce qu'on dit il y a une taxe, il y a ça, est-ce que comment ça allait? On est là, on est des partenaires. Et franchement, quand tu t'en vas payer, tu payes avec joie. Je pense qu'il y a eu 2 comme ça. Mais le reste, ça reste très, 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 très compliqué en tant que tel. Donc, je pense qu'il faut peut-être regarder comment, de manière pratique, dans les formations au niveau des agents, parce que ça, c'est des petits entrepreneurs, c'est tout petit. Ils ne sont pas habitués à beaucoup de paperasse. Et ces chocs émotionnels-là peuvent les amener soit à se rétracter. Il y a quelqu'un qui disait qu'il y a un de ses clients qui ne voulait pas prendre un marché parce qu'il ne voulait pas évoluer. Il dit qu'il prenait le marché, ça lui fait changer de régime. Donc, il préfère rester là tranquille. Il a la paix du cœur, comme on le dit, que de chercher à grandir et puis d'avoir des problèmes, en fait. Donc, on a peur de croître même parce qu'on s'est dit, mais plus tu grandis, plus c'est des problèmes qui vont se faire. Et ça, c'est la psychologie des petits. Les grands, encore, ils sont assez outillés, ils ont tout ce qu'il faut, ils fiscalisent, ils ont tout ce qu'il faut pour aller dans vos bureaux, pour discuter. À peine même le DG même a vu la note. Mais le petit entrepreneur, il reçoit directement. Et ça, je pense que c'est des choses qu'il va falloir peut-être regarder. Ou bien si après, même au niveau de vos agents, il y a des notes qu'on le fait parce que c'est très stressant. C'est vraiment très stressant. Moi qui suis présidente, quand vous recevez des membres qui arrivent... pour ceux qui sont nouveaux dans l'activité, après, ils se demandent mais s'il faut continuer, s'il ne faut pas rester au noir.
Bon, je préfère rester au noir tranquillement. Bon, les personnes échappent hein, après ce que j'ai vu dans le mécanisme. Donc, même si je suis au noir, on prend. Donc, je préfère rester dans ce noir-là. Et puis, bon, l'État prend ce qu'il a. Et puis, j'ai un peu de paix, quoi. Donc, je pense qu'il faut regarder. Pour les CGA, je pense qu'il y a au moins une réforme à faire aussi au niveau des CGA. Les CGA, on les a tous accueillis quand on nous a expliqué le bien fondé. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est que le CGA n'est pas responsable lorsqu'il y a un contrôle fiscal et que votre fiscalité, et qu'il y a un problème. On ne peut pas, ce n'est pas nous qui donnons l'agrément au CGA. C'est l'État, c'est les gestions de gestion qui émet un agrément après avoir analysé le document du centre de gestion agréé. Il fait mes états financiers. Quand il y a un contrôle fiscal, il n'est pas responsable. C'est moi, la PME, qui suis responsable. Alors qu'on aurait dû chercher à situer la responsabilité. Si j'ai transmis de fausses informations, en ce moment, la responsabilité pourrait être de mon fait. Mais si j'ai transmis des bonnes informations, pourquoi est-ce qu'un CGA qui fait, et quand il y a un contrôle, lui, il n'a aucune responsabilité, il n'est pas inquiété. C'est moi, la PME, qui doit payer parce qu'il a mal fait. Moi, je travaille avec un CGA, je préfère laisser tomber les 2%, enfin, tout ce qui est avantage pour aller avec un comptable parce que j'ai compris que ce n'était pas vraiment mon avantage. J'ai un contrôle fiscal, lui, il a mal fait le travail et ce n'est pas moi qui l'ai choisi et c'est moi qui suis la PME qui subit le contrôle fiscal. Donc, je pense qu'il faut... Non, c'est vous qui... C'est la DG qui donne la liste. C'est la liste agréée. Oui, on me dit l'agréé. Donc, ça veut dire que... Oui, il a agréé. Ça veut dire que le comité qui a siégé a trouvé qu'il est bon. Donc, moi, je ne discute pas. L'État a donné sa liste. Il dit, voici, ils sont agréés. Fais mes contrôles. Donc, moi, je pioche dans la liste. Je prends quelqu'un. Je n'ai pas encore allé fouiller. Parce que même si je fouille, ça ne va pas agir sur son agrément puisqu'il a déjà eu. Voilà, donc je pense qu'il y a toute cette réforme-là à regarder au niveau des centres de gestion agréés, surtout qu'en plus, il y a un commissaire au compte qui est censé être dans son actionnariat. Donc, c'était ma contribution. C'est bon, ok. Merci beaucoup. Vraiment, j'ai suivi avec un réel intérêt l'intervention de notre collègue des impôts. On est tous d'accord ici pour dire que la fiscalité, on va dire, est un levier de formalisation important. Toutes les études convergent vers cette conclusion. Donc, c'est avec un réel intérêt qu'on a suivi votre intervention. Moi, j'avais un point d'attention relatif à la réforme du régime fiscal des entrepreneurs. Donc, depuis 2021, quand même, le régime est en vigueur. Est-ce qu'avec le recul, après 3 ans, avec le recul, est-ce qu'on peut aujourd'hui apprécier les effets de la mise en place de ce régime-là sur la formalisation des acteurs? Parce que de l'extérieur, on entend beaucoup de choses, surtout des PME, qui nous disent que ça a plutôt créé plus de soucis que de régler voilà. Donc, est-ce que de votre point de vue aujourd'hui, vous estimez qu'il y a eu beaucoup d'avancées sur cette question? Et puis en profiter également pour nous donner un peu quelques chiffres. Aujourd'hui, c'est quoi en termes de contribution fiscale les entreprises qui sont assujetties à la TE? Qu'est-ce que cela représente aujourd'hui au niveau on va dire, de la fiscalité? Voilà. Donc voilà ce que je peux dire. Simplement que j'ai dû arrêter une activité en 2016 parce que déjà les 10% m'ont été retirés. J'ai reçu tardivement les moyens. Je n'ai pas pu faire face, donc j'ai fermé. Je pense que ma voix porte un peu. Donc j'ai dû fermer. Et quand tu fermes, on te demande d'adresser un courrier aux impôts.
de moyens, j'ai décidé de mettre fin à mon activité. Quelque temps après, on m'appelle pour dire non, tu dois payer ça parce que même quand tu as introduit le courrier, il fallait passer encore, faire le suivi. J'ai dit, mais dis donc, le courrier là ne vous a pas servi. Je devais repasser encore faire le suivi pour que vous mettez fin à l'écoulement de ce que je vous devais. Et je me suis retrouvée à payer 200 000 francs cadeau. Vraiment. Donc là, aujourd'hui, je suis couturière de formation. Je suis couturière de formation. C'est vrai que je suis syndicaliste, mais j'ai mon métier, c'est la couture. Mais avec tout ce que j'ai vu aujourd'hui, je me dis que l'impôt, bon, c'est pas intéressant. Mais là, je suis les deux pieds joints, je suis dans l'économie formelle. Comment nous allons aider, comment nous allons procéder pour que nos acteurs, nos membres, nos collègues dans l'économie informelle soient formalisés. Et je me rappelle, pendant la crise Covid, on a demandé de donner le nom de ceux qui sont dans les marchés et tout pour pouvoir bénéficier de l'appui des fonds. Un mois après, c'est le service des impôts qui appelle. Bon, oui, vous êtes où? Est-ce que vous allez... J'ai dit, mais dis donc, c'est que formalisation, là, c'est compliqué. Hein? On n'a rien fait encore. Covid est encore sur le marché. Personne n'est encore sorti. On peut déjà devenir... Alors là, on n'a pas été tout tendre avec cette information. Dieu merci. Chacun a senti venir l'ampleur des dégâts. Le côté a été stoppé. Parce que c'était déjà très effrayant pour nous. Nous qui étions en train de mobiliser, motiver, encourager les uns les autres, de sortir de l'informel, voici qu'on nous appelle, on nous tasse de pouvoir les entraîner dans un processus où ils ne pourront plus s'en sortir. Nous parlons de formalisation. Eux, pour eux, c'est nous, hein. Ce n'est pas vous. C'est nous qui voulons leur dire que non, on doit changer désormais de système, on doit aller à la protection sociale, on doit aller à la CNPS, on doit faire... vous voulez chercher l'argent pour leur donner. Ça, je parle comme nous, on parle dans les marchés, là. Vous voulez les aider à être riches, parce que chacun a peur des impôts. Nous proposons une chose. Notre proposition à nous, on ne peut jamais faire des omelettes sans casser les œufs. Et le sacrifice doit être à tous les niveaux. Pour quelqu'un qui débute une activité, qui a peut-être un 200 000, et qui veut, même si ce n'est pas pour avoir des marchés, qui estime qu'elle doit quand même se formaliser. Il serait intéressant d'accompagner d'abord cette personne, de voir si ce qu'elle est en train de faire la produit, est-ce qu'elle s'en sort? On peut lui laisser voir même 6 mois, même 1 an, avant de commencer à lui dire, maintenant que nous t'avons laissé exercer, voici ce que nous voulons. Que tu puisses commencer à payer, que tu puisses commencer à donner. Parce que quoi? En mettant devant cette personne toutes les prestations, disons tous les avantages dont depuis le matin nous parlons ici. Les mesures incitatives, c'est le moyen le plus utile pour pouvoir nous aider à nous formaliser. Aujourd'hui, nous voyons nos soeurs qui vont beaucoup au Togo faire des achats. Pourquoi? Parce que là-bas, on dit que c'est un peu moins cher. Mais quand ça arrive ici, ça devient comment? Point d'interrogation. Il y a tellement de choses dans ce contexte et dans ce milieu-là que nous voulons aujourd'hui, Dieu merci, vous êtes en face de moi, vous dire que revoyez pour nous. Sinon, nous voulons nous formaliser. Que j'ai mon atelier de couture, je veux me formaliser. Que j'ai mon salon de coiffure, je veux me formaliser. Nous, c'est notre démarche, c'est nos campagnes que nous faisons pour vous aider. Nous sommes sur les marchés pour ça. Nous les appelons. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui se sont vraiment intéressés à la chose. Mais combien je vais payer? C'est combien je vais payer là qui va faire que nous tous, on va retourner au noir? Oui, c'est ça qui va nous amener à retourner. Et c'est pour cela que ça n'avance pas. Si en 3 mois, je dois payer 36 000 et quelques, peut-être que je n'ai même pas reçu quelque chose de consistant. Après, demain, je me cache. Donc, j'ai fermé. J'ai laissé tomber, j'ai oublié même. Quand j'ai fini de payer les 200 000, là, j'ai laissé tomber. J'ai dit, si ce n'est pas la peine. Non seulement tu prends un prêt, on t'enlève dessus, et puis tu dois encore... Non, quand même. Donc, revoyez pour nous. Ça, c'est moi, en tant qu'actrice de l'économie informelle. Maintenant, si je viens sur le côté syndicat,
est-ce qu'il ne serait pas bon pour la DGI d'appeler même les syndicats pour échanger aussi avec nous sur ce domaine-là? C'est important. Nous sommes tous des partenaires, si je peux le dire. Oui, d'échanger avec nous, parce que nous sommes nombreux. Quand on parle d'économie informelle, c'est nous. On est nombreux. Pourquoi vous ne nous associez pas souvent à certains débats? Associez-nous. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour vous aider à rentrer à l'aise dans ce système-là? Je pense qu'on sera tous à l'aise de vous entendre un jour nous convoquer et puis on va échanger. Merci. Merci, Mme Doué. C'est le dialogue social. Il faut qu'il y ait le dialogue social entre les acteurs. Monsieur Guémani, c'est ça? Guémani, oui. Bonsoir, monsieur et madame. Moi, je suis Jean-Claude Guémani. Je suis responsable d'une société environnementale. Je suis environnementaliste. Et donc, nous parlons du secteur informel en général, mais chaque secteur informel a sa réalité. Et donc, je prends par exemple, je peux parler mieux de ce que moi je vis. Dans la gestion des déchets industriels, nous sommes confrontés à une concurrence déloyale par des gens qui ne sont même pas référencés quelque part. Tout à l'heure, madame la directrice des impôts disait que oui, concurrence déloyale par les structures formelles. Pour nous, ce n'est même pas... Nous sommes concurrencés par des gens même qui ne sont pas référencés quelque part ici en Côte d'Ivoire. Vous allez voir des gens, je vais taire les noms, vous allez voir des gens se promener avec les fûts vides sur la tête. Ces gars, ils n'ont aucune formation, non seulement en environnement, et c'est une incongruité, des barriques bleues, machin, c'est une incongruité environnementale. Ils s'en vont nous concurrencer dans les usines pour aller laver ces fûts-là. J'ai des vidéos ici, dans les caniveaux, ce qui est interdit, c'est une aberration environnementale. Et tout ça, quand on décrit au SIAPOL, où nous payons des redevances déjà, le SIAPOL n'agit pas. Et en plus de ça, nous allons aller encore nous référencer, comment dirais-je, aux impôts. Pendant qu'il y a des gens qui sont dans le noir qui nous font la concurrence déloyale. Il serait, comment dirais-je, logique que nous soyons référencés. Donc, pourquoi rester dans le noir plutôt que rester à la lumière? Donc, c'est un peu ça qui maintient certaines personnes toujours dans le secteur informel. Donc, c'est ce que j'avais à ajouter. Oui, donc le micro à ton voisin, M. Memphis. Merci à Madame de la DGI. En fait, j'ai écouté, plusieurs ont levé un peu ce que je voulais lever, mais il y a une doléance que je voulais faire à la DGI. À les écouter, c'est un peu comme si on ne réfléchit qu'à argent à collecter. Mais on ne réfléchit pas réellement le problème de l'entreprise elle-même. On ne réfléchit que quels sont les pourcentages qu'on va avoir. Pourtant, une entreprise, comme le monsieur le disait, d'un secteur à un autre, tu peux avoir une marge très faible, même avec un chiffre d'affaires élevé. Mais quand tu sais que tu dois payer quelque chose qui est beaucoup trop élevé, tu préfères te cacher. Donc, je voulais faire une doléance à la DGI. S'ils peuvent un tant soit peu réfléchir le problème des entreprises en mettant un tant soit peu leurs besoins financiers de côté, ça va vraiment aider. Je vous remercie. C'est le serpent qui mord sa queue. OK. Merci, Memphis. Memphis dit qu'il faut d'abord élever la poule. Il faut que la poule... oui, très rapidement. Dans le micro. Une minute chacun. Oui. Oui, en fait, c'est aussi je pense, une contribution. Ici, on ne veut pas tirer sur les impôts. L'idée, c'est de dire que la perception que les PME ont, en fait, les acteurs informels ont pour se formaliser, la résistance, l'aversion à la formalisation
est, en tout cas, pour ce que nous savons, à 80-90% de l'impact perçu du paiement des impôts. Donc, il faut que les impôts aussi, je pense que l'administration fiscale comprenne cela, qu'une bonne partie des acteurs informels ne veulent pas aller à la formalisation, mais vraiment essentiellement dû au fait qu'on ne veut pas subir la pression fiscale. Et donc, c'est un élément important à regarder. Donc, comment on fait effectivement pour que cette image-là puisse changer, ça c'est un élément important. Et puis, Madame la présidente du MPM tout à l'heure a signalé qu'il y a des gens qui refusent, des entreprises qui refusent de croître. Parce que si je crois, je passe à un nouveau seuil, et à ce seuil, il y a des pressions qui vont avec, et surtout des pressions en lien avec l'administration fiscale. Donc ça aussi, il faut qu'on regarde comment est-ce qu'on fait également pour alléger un peu cela. Et l'autre chose, c'est le changement du paradigme. C'est que l'administration voit le secteur informel comme un secteur de fraude. Et je pense que ce n'est pas seulement lié à... Ce n'est pas Mme Tano, mais c'est beaucoup plus ça. C'est l'imaginaire même de l'administration fiscale. Le secteur informel, c'est fraude. Il faut lutter contre la fraude du secteur informel. Et donc, quand vous avez une telle approche, c'est assez difficile. Or, dans votre base de données, nous avons en griffe 200 000 entreprises qui sont répertoriées. Mais parmi les 200 000, il y a des entreprises qui sont dans vos bases, mais qui sont mortes il y a longtemps. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de pressions. Et puis l'autre chose que je voulais, c'est que les statistiques que j'ai montrées tout à l'heure, de l'étude de 2017, avec 2 275 000 unités de production informelle, si nous ciblons 10% de ces 2 millions et quelques, ça nous fait près de 200 000. Et 200 000 plus 200 000 en plus, ça fait 400 000. On a vraiment élargi l'assiette fiscale. La préoccupation du chef de l'État à la signature de l'accord avec le FMI est en partie réglée. Donc, il faut qu'on regarde sur le long terme comment on fait. Le long terme, dans 5-10 ans, comment on fait pour passer de 200 000 entreprises qui payent les impôts à 400 000, à 500 000 et peut-être à 1 million. On a un bon vivier en bas, secteur informel, un bon vivier. Donc, comment le paradigme de l'administration fiscale change pour nous permettre, l'ensemble des acteurs, les fêtières, les structures publiques qui accompagnent les PME, pour travailler ensemble à pouvoir ramener ce vivier qui est en bas, qui refuse de monter, à ce qu'effectivement ce vivier puisse monter. Et je pense que si on raisonne comme ça, avec un bon plan, une bonne stratégie qui implique l'ensemble des acteurs, je pense que dans 10 ans, on ne sera plus à 200 000, on sera autour de 500 000 entreprises qui rentrent dans la cagnotte de l'administration fiscale. Donc c'est juste ce plaidoyer pour qu'on change ensemble l'approche, donc partenariat beaucoup plus que voir le secteur informel comme fraude, etc., etc. Donc, c'était juste ma contribution par rapport à l'intervention. Merci, M. Yuda. Merci beaucoup, M. Yuda. Micro. Merci beaucoup. Dans la même lignée aussi, dans le changement de paradigme, il faut éviter de voir le contribuable comme celui qui va forcément sortir son argent pour aller vous payer. Des fois, il y a des complications. Par exemple, si les CGA, dans le mot de taxation de la tarification, on arrivait à inclure la somme qu'on pouvait payer et qu'ils voyaient ça comme il paie ses impôts en complément du service qu'il recevait, vous allez quand même avoir à lever des recettes. Vous avez parlé tout à fait de la retenue à la source. Si ça marchait tant bien que mal parce que vous ne les connaissez pas, mais vous arrivez à percevoir, il faut peut-être voir ce paradigme-là comme ça. Il faut essayer de dire, bon, il a un compte contribuable, mais il n'est pas obligé de venir lui-même au centre des impôts. Si le CGA qui le suit est capable de l'aider à calculer et puis bon, trouver une formalité où pendant qu'on encaisse ses recettes, on déduit, et puis même le CGA paye à sa place, ça ne poserait pas de problème. Mais j'ai l'impression que l'administration fiscale veut avoir en face de lui le contribuable PME forcément, ce qui va être des fois difficile. Avoir en face de lui le contribuable lui-même. Oui, PME. Merci beaucoup. Hello, donnez le micro à Hello. 1 minute. Oui, merci. Moi, j'ai vraiment un gros souci. Ça porte sur les déclarations prévisionnelles de l'impôt. On nous dit l'impôt déclaratif, c'est vrai. Donc, en début d'année, vous déclarez votre chiffre d'affaires prévisionnel et c'est sur ça qu'on commence à vous taxer en début d'année, réparti sur 12 mois. Le problème, c'est que à la fin de l'année, quand vous avez votre réalisé qui est différent du prévisionnel et que vous faites une déclaration par rapport à ça pour l'année suivante, on nous dit les impôts ont des obligations et chaque année, ça grimpe.
Donc, on fixe des objectifs qui sont plus hauts chaque année aux responsables des régies. En conséquence, votre déclaration prévisionnelle ne peut pas baisser par rapport à ce que vous avez dit. Donc, si vous étiez à 100 millions, que vous faites 80 millions l'année suivante, on dit non, on vous remet à 100 ou plus. C'est eux qui décident maintenant pour vous. C'est plus vous. Donc ça, je pense que c'est un problème. Il faut qu'on regarde et qu'on trouve une solution à ça. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut que le mur de méfiance soit brisé. On a réussi à le faire entre centrale syndicale et patronat. À l'époque, syndicat et patronat ne pouvaient pas s'asseoir à la même table. Aujourd'hui, nous nous associerons à la même table, face à face. On débat, on a des accords. Même quand c'est difficile, on a des accords et on avance. Donc je pense qu'il faut arriver à mettre autour de la table tous les acteurs et puis voir aujourd'hui partie de l'entreprise et voir comment on améliore les choses. Elle a dit, il faut écouter les acteurs, ce qu'ils vivent au quotidien. Madame la Présidente l'a dit également, quand tu es chez toi, que tu reçois une telle facture, ce jour-là même, ton épouse ou ton époux même t'énerve. Tout ce qu'on dit autour de toi, c'est comme si tu es dans un autre espace, tu n'es plus avec eux. Et ça, parfois, ça tue. Ça tue. Donc, je pense que et tout cela, il faut les mettre ensemble pour voir DGI, organisation professionnelle, Côte d'Ivoire PME, CCSP, en tout cas, tous ceux qui ont intérêt, le ministère de l'Emploi, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que, comme on l'a dit, on a 2 275 000 unités de production industrielle. Mais c'est énorme. Et ça, je sais que c'est même sous-estimé, parce que si on va loin, on peut être autour de 3 millions, 4 millions. Mais si les gens retrouvent cette joie de dire, je paye un impôt libératoire parce que je suis une petite entreprise, j'ai donné 10 000 francs. Ok, les 10 000 francs, on dit, bon, on donne 3 000 francs aux impôts, 2 500 pour la sécurité sociale, 1 500 pour temps. Mon ami, tu as payé 10 000 francs dans l'année, c'est terminé, tu es tranquille. Mais 10 000 francs sur 2 millions d'entreprises, bon, les calculs sont faits. Hein? C'est énorme. Donc, essayons d'établir sur le potentiel qu'on a et voir comment on progresse. Et il y a des outils d'accompagnement, le digital, qui peut permettre, tout le monde peut être au même niveau, mais progressivement, amener les gens à avoir la culture. C'est ça qu'il faut développer, la culture. Et donc, le dialogue avec les organisations professionnelles me paraît vraiment essentiel. Essentiel, parce que elles ont l'avantage de connaître leurs problèmes et ceux de leurs membres. Elles ont l'avantage de dire à leurs membres, on l'a dit, hein, chaque année, la CGCI et FIF participe, contribue plutôt à l'analyse fiscale, mais c'est sur la base des données qu'elles collectent auprès de leurs membres. Quelles sont vos attentes, quelles sont vos préoccupations? Donc, je pense que c'est vraiment important d'avoir ce dialogue-là entre nous. Donc, moi, je vais vous inviter. On n'a pas assez de temps. Vraiment, il est 16h25. Les deux groupes, de vous mettre rapidement ensemble en 20 minutes, si vous pouvez sortir en quelques points les éléments essentiels pour aller je dirais, à conduire cette approche, à cette démarche de formalisation. Quels sont les éléments essentiels sur lesquels on devrait pouvoir se fonder? Voilà. Maintenant, vous allez intervenir. Aux questions qui ont été posées. Vous allez répondre. Ah, mais c'est pour inviter après, quoi. Voilà. Cette partie, vous vous mettez ensemble, vous réfléchissez sur au moins 5 ou 6 points que vous trouvez déterminants pour construire un écosystème de dialogue qui permette d'adresser toutes ces questions qu'on a abordées ensemble. Et sortir avec le kit dont on a parlé, qui peut être l'instrument de plaidoyer que la CGCI, les différents fêtières, peuvent conduire. En tout cas, nous, on souhaite vous avoir autour de la table, CCSP, Côte d'Ivoire PME, FIPME, DGI, MPME. Ça peut être un noyau de travail, un groupe de travail pour dire, voici la situation. Par rapport à tout ce qui a été proposé, qu'est-ce qu'on peut faire pour construire ce plaidoyer qui implique chaque acteur? Et quand on en parle, dans n'importe quelle tribune, Côte d'Ivoire PME dit oui, je me reconnais dans ce plaidoyer. Parce qu'ensemble, on a fait le diagnostic,
On pense que si on est dans cette voie, on peut aller à des résultats. Ce CP va dire oui, effectivement, ce plaidoyer, je m'y reconnais parce que si on fait ça, on aura répondu à des préoccupations essentielles. La DG va dire oui, c'est vrai, j'ai la mission de élaborer les règles fiscales, mais je comprends, après vous avoir écouté, vous avoir côtoyé, que oui, ce plaidoyer-là, il a du sens. On peut le soutenir. C'est vraiment ce à quoi je souhaite qu'on puisse parvenir très rapidement. Ceci dit, madame, vous pourrez y agir. Vous avez un micro? Oui, j'ai un micro. D'accord. Merci pour les différentes préoccupations, les contributions qui ont été apportées. Alors, je vais commencer par la question sur les retenues, les différentes retenues qui sont effectuées aux contribuables qui ont été posées. Voilà. La retenue sur les paiements faits au niveau du Trésor, bon, la retenue est de 5% désormais. C'est vrai que quand on additionne un peu peut-être les différents éléments qui sont prélevés, on se retrouve à un certain montant, bien entendu. Mais j'aimerais aussi dire que nous sommes en train de réfléchir un peu sur la question des retenues, sur une réforme des retenues. Et bon, je voulais dire, dès qu'on parle d'impôts en avant, c'est vrai qu'on voit la Direction générale des impôts. Ouais. Mais sachez qu'il n'y a pas que la Direction générale des impôts, parce qu'il nous arrive de faire des propositions, parce que nous sommes très souvent en contact avec le contribuable. C'est vrai qu'on dit que la DGI ne cherche que des recettes, ainsi de suite. Mais nous écoutons parfois les contribuables, nous comprenons un peu certaines réalités que les entreprises traversent. On arrive parfois à faire des propositions, mais qui ne sont peut-être pas toujours accueillies aussi. Donc, il n'y a pas que la DGI dans le processus de décision. Oui. Voilà. La DGI a un ministère de tutelle, et même au niveau de l'annexe fiscale. C'est vrai qu'on a l'initiative de la rédaction du projet de l'annexe, mais après les discussions, il faut remonter au fur et à mesure jusqu'à ce que le projet soit adopté. Donc, à notre niveau, effectivement, on a détecté un peu le problème au niveau des retenues. On essaie de réfléchir à une réforme à ce niveau. Voilà. Ce sont les travaux en cours. Oui. D'accord, ok. Ah d'accord, oui. Non, attendez, on va finir. Bon, écoutez d'abord. Oui, madame, allez-y. Voilà. Et il a été abordé la question du rôle des fêtières dans la gestion des entreprises. Donc, je pense que les fêtières sont un relais. Les fêtières constituent un relais entre les contribuables, entre leurs membres et la Direction générale des impôts. Donc, à ce niveau, je pense qu'il appartient à ces différentes fêtières de prendre en compte les préoccupations, monsieur l'a signifié tout à l'heure, de prendre en compte les préoccupations des différents membres et de les porter vers l'administration fiscale. C'est vrai que nous les côtoyons, mais nous n'avons pas forcément idée de toutes les réalités que ces entreprises-là traversent. Donc, on peut les comprendre à travers les différentes fêtières. Donc, il appartient aux fêtières de jouer un rôle d'encadrement auprès de ces entreprises-là, de réellement les informer. Il y a certaines entreprises qui se déplacent, qui viennent vers la DGI pour avoir certaines informations. Mais les entreprises qui ne savent même pas, peut-être qui ne savent pas vers qui se diriger, qui ne savent pas vers où aller chercher l'information en question. Donc, si les fêtières peuvent aussi les encadrer, je pense que c'est pour cela que les fêtières existent, bien évidemment. Donc, les fêtières peuvent évidemment jouer leur rôle de relais entre leurs membres et la Direction générale des impôts. Maintenant, monsieur a posé la question du bilan, de la mise en œuvre des régimes, du régime de la réforme de la fiscalité applicable aux PME. Je ne dirais pas qu'on est à mi-parcours, parce que depuis 2021 que la réforme a été faite, nous n'avons cessé de la modifier sur la base des critiques, sur la base des préoccupations et des remarques qui ont été faites. J'ai dit que même la question des experts comptables a été modifiée pas plus tard que, l'année dernière, la question des experts comptables qui a été réglée pour pouvoir permettre aux entreprises qui se font suivre à des experts comptables de bénéficier des avantages, parce qu'elle était limitée qu'au CGA. Les questions de la TVA, des entreprises qui étaient un régime du réel, qui sont retrouvées à des régimes forfaitaires et pour lesquels la non-facturation de la TVA est préjudiciable pour la survie de leur activité. Ce sont des questions qu'on a essayé de régler au fur et à mesure. Donc, aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire que la réforme, elle est
elle est très avantageuse ou non. Mais je pourrais dire que c'est encore à l'étude parce qu'on continue de la modifier, on continue de recevoir les propositions, les suggestions des contribuables, des services, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire faire un bilan de l'application de la mesure parce qu'on continue de la modifier. Elle n'est pas restée statique. Donc, je veux dire, on va se donner encore du temps pour mieux apprécier et voir s'il y a lieu de faire des modifications ou vraiment de bouleverser ce changement-là qui a été fait. Voilà. Donc, je pense que c'est à la longue qu'on saura effectivement l'effet produit par cette réforme-là. La question de l'arrêt des activités et autres. C'est vrai, lorsque vous exercez une activité, vous venez vous déclarer. Lorsque vous arrêtez votre activité, vous devez venir également dire à la Direction générale des impôts, j'ai arrêté, je désire cesser mon activité. Peut-être qu'il faut faire une mise en sommeil ou noter dans vos fichiers que je ne suis plus en activité pour ne pas que les impôts continuent de courir. Parce que quand vous ne le faites pas, ça court les intérêts de retard, ainsi de suite. Le jour où vous apparaissez, parce qu'il y a des cas où des personnes n'ont pas fait la déclaration de cessation, ils ont carrément arrêté. Et quand ils sont revenus, ils leur ont dit, mais voici les impôts qui continuent de courir. Voilà. Ils ont dit qu'il fallait faire un suivi et autres. Peut-être je vais attirer un peu votre attention. Peut-être que vous avez votre part de responsabilité, mais nous également, il faut faire un suivi. Lorsque vous déposez, passez voir si effectivement vous avez eu gain de cause. Parce qu'il y a un document qu'on vous remet pour que demain, si on vous dit que vous exercez, non mais j'ai déposé ma demande de cessation, j'ai reçu une attestation de cessation de l'administration fiscale qui me dit que je n'exerce plus. Donc à partir de ce moment-là, plus personne n'a le droit de venir me réclamer quoi que ce soit comme impôt. Et même si par erreur, dans les fichiers de l'administration fiscale, il n'y a pas eu de mise en sommeil, qu'on vous réclamera encore des impôts, vous avez votre document que vous leur montrez, mais vous avez vous-même délivré une attestation de cessation d'activité pour dire que je n'exerce plus. Alors pourquoi aujourd'hui vous vous dirigerez vers moi pour me demander de payer des impôts? Voilà. Mais je pense que lorsque vous rencontrez ces cas, c'est toujours de vous rapprocher de la direction générale des impôts. Moi, je veux dire, en dehors des services, pour des informations, vous pouvez aussi écrire, peut-être pour ceux qui ne le, bon, beaucoup le savent, mais pour ceux qui ne le savent pas, écrire aussi à la direction, au directeur général des impôts pour certaines préoccupations, pour certaines questions qui sont rencontrées sur le terrain et qui, forcément, au niveau de la direction, bon, dont on n'a pas connaissance forcément. Donc, il y a des contrats qui rencontrent des cas au niveau des services de base qui vont remonter l'information au directeur général des impôts qui va trancher par l'intermédiaire de l'une des directions compétentes en la matière. Il peut se trouver que l'administration, dans le traitement, a commis une erreur. Il peut se trouver que c'est le contribuable qui commet une erreur. Donc, la direction est toujours ouverte. Quand il y a des préoccupations au bas niveau, vous pouvez remonter au haut niveau. À ce niveau-là. Voilà. Donc, nous sommes désolés pour les désagréments que vous avez eu à subir lors de la cessation de votre activité. Voilà. Mais ne pensez pas que nous sommes insensibles parce qu'à la Direction générale des impôts, ce sont des hommes qui sont... Bien sûr, ce sont des personnes. Il y a des objectifs qui nous sont assignés au niveau du ministère, au niveau de l'État même, je dirais. Est-ce que vous avez atteint les objectifs? Mais ce ne sont pas des personnes insensibles qui sont à la Direction générale des impôts, ce sont des personnes. Raison pour laquelle, parfois, nous recevons des contribuables, nous écoutons, et même parfois, on essaie de leur donner des pistes, on essaie de leur donner des solutions. Si vous n'avez pas de solution, peut-être de bas niveau, écrivez au directeur général des impôts. Il y a des cas qui sont, je sais pas, il y a des problèmes qui sont étudiés, qui sont traités au cas par cas aussi, en fonction de la situation. Donc, ne voyons pas l'insensibilité de l'agent des impôts automatiquement. Voilà. Et puis aussi, oui. C'est vrai que quand on vous dit vous devez payer un certain nombre vous devez payer tel montant, ainsi de suite. Bon, voilà. C'est une procédure. Je veux dire, on n'aboutit pas automatiquement à la procédure de recouvrement forcé. On va commencer par un AMR, vous dire vous devez payer tel montant, ainsi de suite. On fait une sommation sans frais pour dire qu'on vous a demandé de payer tel montant. Si vous n'avez pas réagi, ok. Après le délai, on va passer à la procédure de recouvrement forcé. Donc, si d'aventure, un service vous tombe dessus et vous dit qu'aujourd'hui, on ferme votre entreprise parce que vous n'avez pas payé tel montant, bon, il y a un manque de respect de la procédure, bien entendu. Il y a un manque de respect de la procédure. Ceux qui connaissent la procédure peuvent le décrier. On a le contentieux, le service du contentieux qui est là.
qui traite ces questions. Comme je dis, vous pouvez écrire au niveau du directeur général des impôts, qui va apprécier. Donc, il y a toute une procédure. Et même dans les cas de gestion de ces différends-là, encore, par moment, il y a des protocoles qui sont signés avec les recettes pour déterminer des échéanciers, des échéanciers de paiement. Certains contribuables, peut-être, qui sont ouverts, il y a des reçus qui sont ouverts, qui discutent. On établit un protocole, vous payez de telle manière, ainsi de suite. Il y a aussi peut-être la procédure de remise gracieuse. Peut-être que certains ne connaissent pas cette procédure-là. On ne vous accorde pas forcément la totalité on ne vous exempte pas de la totalité des impôts, mais il y a aussi cette procédure qui existe. Certains ne le savent pas. Bien entendu, parce que j'ai eu à rencontrer des contribuables qui sont venus pour cette information, qui ne savaient même pas que cette procédure, par exemple, existe. Ce n'est pas toujours que le directeur général des impôts vous dira non, ne payez pas tel montant, ainsi de suite. Mais quand vous portez votre cas à sa connaissance, vous évoquez les problèmes que vous rencontrez, les difficultés avec certaines preuves à l'appui. Vraiment, j'ai fait des efforts pour payer tel montant, mais le reste, je ne peux pas payer. Est-ce que vous pouvez m'aider dans ce sens? Il y a des personnes, il y a des contrats qui sont venus, qui ne savaient même pas qu'est-ce qu'il fallait faire par rapport à certains impôts, qui sont venus, on leur a indiqué, est-ce que vous avez payé certains montants? OK. Bon, il y a la possibilité d'obtenir peut-être une demande de remise gracieuse. Le DG va apprécier. Donc, ce sont vraiment des procédures qui sont aussi mises en œuvre pour ceux qui ne le savent pas. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Mme Tano. Merci infiniment. Merci. Maintenant, comment? Merci beaucoup, Mme Tano. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, je pense qu'il y a vraiment une nécessité de renforcer la collaboration entre les différents acteurs pour, je dirais, démystifier ce qui a l'air d'être un mystère. Parce que pour le contribuable, les impôts, c'est toujours compliqué, c'est toujours effrayant, ainsi de suite. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut démystifier. On a tous besoin des impôts, parce que c'est ça qui nourrit l'État, c'est ça qui nourrit la communauté. Hein. Donc on a tous besoin. Donc il faut qu'on ait tous intérêt à y participer et que cela ne soit pas pour nous un facteur de se dérober ou bien voilà, c'est cela. Non. Je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble pour construire quelque chose qui permet d'avoir une compréhension très simple, très claire et qu'on puisse progresser. On a du potentiel tous ensemble, hein, donc je pense qu'on peut travailler ensemble. Merci encore, Mme Tano, pour votre contribution. Merci. Donc, peut-être qu'on a évalué d'autres questions qui sont retrouvées dans ce que j'ai dit, mais pour la question de monsieur à la fin, qui parlait du chiffre d'affaires prévisionnel. Ah oui. Voilà. Qui parlait du chiffre d'affaires prévisionnel. C'est vrai que vous déclarez votre chiffre d'affaires prévisionnel à la fin de l'année, on vous demande de faire une correction, ainsi de suite, et autres. Bon, je veux dire qu'il ne revient pas à la direction générale des impôts peut-être d'imposer un chiffre d'affaires prévisionnel et autres, sauf si, à l'issue, peut-être à la fin de l'année, on a eu à faire des recoupements et on se rend compte que ce que vous déclarez effectivement n'est pas juste. Mais pour l'instant, ce que le dispositif a prévu, c'est que lorsque vous déclarez un chiffre d'affaires prévisionnel et que vous le corrigez par la suite, on essaie de maintenir cette stabilité-là pendant une période de 3 ans. Après, on se rend compte que la tendance est à la baisse, on vous fait changer de régime. Donc, c'est peut-être ce que les textes prévoient pour l'instant. Ce n'est pas une décision de l'agent des impôts. Mais si vous découvrez qu'il y a une anomalie et que le traitement que l'agent des impôts vous inflige au niveau du service n'est pas en conformité avec les textes, je l'ai dit toujours, vous pouvez écrire à la direction générale qui va se faire fort de trancher. Donc, il ne revient pas à l'agent des impôts de vous imposer un chiffre d'affaires, vous le déclarez. Quand vous le corrigez à la fin de l'année, en principe, quand vous êtes à un régime, on vous dit qu'il vous faut 3 ans avant de changer de régime, de baisser, de passer à un régime inférieur, pour qu'on puisse mieux apprécier l'ampleur de votre activité. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'elle a pris bonne note. Dans cette affaire, c'est comme le médecin que tu vas voir. Quand le médecin te dit, fais le diagnostic, qu'est-ce que tu y connais, toi? Il dit, prends tes médicaments, tu t'en vas acheter, tu prends le médicament. Docteur, je ne me sens pas bien depuis que j'ai pris le médicament. Entre-temps, le médicament a fait quelques effets. Le temps de revenir en arrière, donc c'est un peu ça. On est dans un environnement où on n'est pas toujours informé de tout. Les grandes entreprises, effectivement, elles s'en sortent. Mais pour qu'un acteur, il est à la fois l'employeur, le travailleur lui-même, bon, quand il vient, il est déjà fragilisé. Il est devant les impôts qui disent non, vous devez payer ça. Bon, lui, tout ce qu'il sait, je vais payer et puis rester tranquille. Voilà. Donc, c'est un peu l'environnement qui explique que très souvent, on a cette pression. Donc, en tout cas, merci pour
tous ces éléments. Mais en tout cas, ça nous invite à beaucoup travailler ensemble. Ça nous invite à la collaboration pour qu'on puisse faire tomber ces barrières, à ces incompréhensions. Et surtout, s'appuyer sur les organisations professionnelles parce que je me dis, elles ont du potentiel, elles peuvent être vraiment des relais importants pour les impôts et même pour les autres acteurs. Voilà. Ça, il ne faut même pas le négliger. Elles sont vraiment des relais importants sur lesquels il faut vraiment s'appuyer pour faire tomber ces barrières-là et alléger vraiment la collaboration, les faciliter. Bien entendu, chez nous, l'approche en matière sociale, c'est qu'il faut toujours écouter les acteurs, savoir leurs préoccupations et à partir de là, élaborer les conventions, les cadres qu'on met en place. Voilà. Sachez que la direction générale des impôts est toujours ouverte à recevoir. En tout cas, on ne manquera pas de vous. À discuter, voilà. À tenir compte de vos réalités. Okay. On ne manquera pas de vous associer. Il y a beaucoup de secteurs d'activité, par exemple, qui chaque année contactent la direction pour les informer sur les impôts et taxes qui relèvent de leur secteur d'activité de façon précise. C'est justement l'approche sectorielle, elle est extrêmement importante. On en a parlé ce matin, vous n'étiez pas là. Il faut qu'il y ait une approche sectorielle de l'impôt aussi. Dans le commerce, les acteurs sont différents dans le secteur agricole, et ainsi de suite. Donc, il faut aussi avoir ces approches sectorielles pour avoir des mesures vraiment adaptées aux différents secteurs d'activité. En tout cas, nous proposons de venir vers vous dans le cadre de la suite de ces travaux qu'on vous partagera. Merci, j'espère que vous avez laissé votre contact sur la liste de présence pour qu'on vous partage également les différentes présentations. Vous êtes inscrite? D'accord, ok, c'est parfait. Donc, j'ai demandé aux deux groupes-là de se mettre ensemble rapidement en 10-15 minutes pour mettre quelque chose sur papier. Écoute, hein, il faut nous donner quelques éléments. Puis tu prends ton sac. Toi qui as beaucoup parlé. Hein, Yoda, ouais. Mettez-vous ensemble, proposez-nous quelque chose. En 5-6 points, des points qui pourraient constituer vraiment ce kit. On propose également une sensibilisation des entreprises informelles à s'affilier à des associations professionnelles pour leur encadrement, l'assistance et la défense de leurs intérêts. Ensuite, on propose de mettre à contribution les partenaires techniques et financiers pour les besoins d'assistance technique. Voilà. Le groupe B pour sa restitution. Merci. Le groupe B a subdivisé ou bien a fait des propositions en 3 groupes. Le groupe B a identifié les propositions au niveau de l'État. Ensuite, les propositions au niveau du secteur privé formel. Et puis, la 3e catégorie de propositions, c'est des propositions transversales, c'est-à-dire qui concernent tous les acteurs. Au niveau de l'État, la première proposition, c'est de créer une synergie d'action entre les acteurs étatiques intervenant sur la thématique de la formalisation, comme le premier groupe l'avait dit. Ensuite, la 2e proposition, c'est d'avoir une interopérationnalité entre les, entre les plateformes et les bases de données de toutes ces entités-là. Ensuite, la 3e proposition, c'est de faciliter l'installation des acteurs du secteur informel là, dans des zones dédiées. Parce qu'ils ont un problème de localisation. Voilà. Et la 4e proposition au niveau de l'État, c'est de continuer la sensibilisation au civisme fiscal. Ensuite, pour le secteur privé, on a identifié comme accompagnement les propositions suivantes. De faire bénéficier aux UPI des possibilités de sous-traitance. Ça, c'est la première proposition. La 2e proposition, c'est d'accompagner ces UPI-là dans le processus de formalisation. La 3e proposition, c'est d'apporter un appui à la mise en œuvre de la SINTEF. Et puis, comme proposition transversale, on a identifié aussi 4 propositions qui sont
de créer un cadre de dialogue entre tous les acteurs qui interviennent au niveau de cette thématique-là, c'est-à-dire les acteurs étatiques et puis les acteurs du secteur privé, formels comme informels. Ensuite, la deuxième proposition, c'est de renforcer les actions de sensibilisation en faveur de la formalisation. Et la troisième proposition, c'est de faire une approche segmentée de l'intervention. Et la dernière proposition transversale, c'est de susciter l'intégration des acteurs de l'informel à la BSTP. La BSTP qui est la bourse de sous-traitance et de partenariat pour pouvoir participer à la sous-traitance. Merci. D'accord. Il y a longtemps, je l'ai côtoyé. OK, merci. Donc, aux deux groupes, faites-nous parvenir ici vos conclusions. Ce que je pourrais ajouter, je souhaite qu'une task force issue de cet atelier soit mise en place, soit identifiée. Côte d'Ivoire PME, DGI, DGE, CCSP, CGCI, FIPME, pour la suite. Pour que nous puissions approfondir MPME aussi, MPME, mais écoute, il m'a lâché des parties, donc j'ai oublié. MPME, Chambre des métiers, voilà, aussi, voilà, les fêtières, pour approfondir les propositions qui ont été faites. Cette assemblée doit continuer à travailler de façon sous l'égide de la CGCI pour voir concrètement à quoi renvoie chaque point proposé en termes de matrice. Et la matrice, on va la renvoyer à chacun pour dire, voici la matrice, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce que vous faites habituellement, par rapport à vos mandats. Est-ce que vous pensez que cette matrice, elle est pertinente? Si oui, sinon, en quoi vous pouvez contribuer à l'enrichir pour nous la ramener? Voilà. Donc, c'est le point que je voulais juste ajouter à la suite de toutes ces propositions qui ont été faites, pour lesquelles vraiment je vous remercie pour vos contributions. Donc, pour nous, c'est vraiment une entrée en matière. C'est un processus, comme l'a dit tout à l'heure le directeur exécutif. Il s'agit d'aller progressivement à, je dirais, mûrir, je dirais, l'approche, la matière qui va être mise en place, et que ça va être pour nous tous plutôt, le document de plaidoyer qu'on pourrait faire pour que les réformes qui vont suivre permettent effectivement de capter tout le vivier dont le PME a parlé. 2 275 000, ça m'a fait... Ça m'a fait bouger. Ça m'a fait bouger et je me dis, mais vraiment, il y a des choses qu'on laisse passer pourtant. Ça peut transformer en un temps record le paysage économique. Et voilà. Donc, je pense que c'est ce que je peux suggérer à la suite de tout ce qui a été fait. En tout cas, merci à vous. On va donc demander au rapporteur de nous faire un peu l'économie. Julie, tu voulais dire un mot? Ouais. C'est ça. Voilà, donc comme je disais, remercier les participants pour leur engagement, les contributions qui ont été très enrichissantes et très instructives. J'ai appris beaucoup de choses et je pense que les présentations seront partagées à tous. Et puis, justement, comme tu l'as bien dit, l'idée, c'était pour nous, avec cette étude, d'engager la réflexion à partir d'une approche un peu différente de ce qui est fait habituellement, voir comment le secteur privé, les entreprises, mais également les organisations d'employeurs comme la CGCI, donc en tant que secteur privé formel, peuvent contribuer à cette réflexion et à la formalisation. Donc, c'est un point de départ. Et donc, nous restons toujours disponibles pour accompagner, surtout en tant que partenaire technique. Oui, c'est ça. En tant que partenaire technique, je suis d'accord. Technique. Ouais. on mobilisera ensemble pour l'aspect financier. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment, Julie.
Le rapporteur, tu peux nous dire quelque chose? Ce que tu as pu ramasser durant toute la journée? D'accord. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, mesdames. Je suis Kwaku Guillaume, le rapporteur de cet atelier. Rapport de synthèse. Atelier de réflexion sur la contribution des entreprises formelles à la formalisation des entreprises informelles en Côte d'Ivoire. Préambule. Le 6 juillet 2023 s'est tenu de 8h à 17h30 dans la salle Moronou de Sinotel un atelier national de réflexion sur la contribution des entreprises formelles à la formalisation des entreprises informelles en Côte d'Ivoire. Cet atelier est organisé par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, avec l'appui technique et financier du Bureau international du travail. Et il a pour objectif principal de passer en revue les différentes initiatives prises à ce jour et de confronter ces différentes initiatives-là avec le rapport d'étude en vue d'en tirer les éléments qui pourraient constituer une feuille de route de la CGCI pour un plaidoyer en faveur de la formalisation des unités de production informelle. Ce rapport a pour vocation de retracer les grandes lignes des différentes interventions et des activités qui se sont déroulées. Déroulement. L'atelier a été meublé de 2 temps forts, la cérémonie d'ouverture et la phase des travaux et des interventions. La cérémonie d'ouverture. La première allocution a été prononcée par Mme Julie Senghor Kazagi, représentant du BIT. Elle a souhaité d'abord la bienvenue à tous et situer les contextes et initiatives qui ont été prises au niveau international, notamment la recommandation de l'OIT sur la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle, qui invite les États membres à concevoir les stratégies cohérentes et intégrées pour faciliter la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle. Elle a ensuite souligné toute l'importance que revêt ce projet de formalisation des entreprises informelles. Quant à M. Aka Angui, directeur exécutif de la CGC, il a adressé d'abord un remerciement spécial au BIT, aux fêtières des PME, au comité de concertation État-secteur privé, ainsi qu'à tous les acteurs présents. Il a ensuite parlé de cet engagement politique de la CGC avec le soutien du BIT, qui a financé l'étude qui a apporté à la contribution des entreprises formelles à la formalisation des unités de production informelles, notamment le potentiel qu'offrent les entreprises formelles aux TPE et aux unités de production dans le cadre de leur chaîne de valeur. Pour lui, ces travaux permettront à la CGCI de définir une stratégie de plaidoyer, de se doter d'une feuille de route, lui permettant ainsi de conduire son plaidoyer auprès des pouvoirs publics et des réformes substantielles pouvant contribuer à la structuration de l'économie, en particulier la transition vers l'économie informelle. Formelle, voilà. Après le cérémonial d'ouverture, les travaux ont débuté par la présentation du rapport d'étude de la CGCI par le professeur Kofi Nguessan. Le consultant a d'abord défini le secteur informel. Il a ensuite mis en exergue les causes et proposé quelques mesures de formalisation. Pour lui, il a la nécessité de comprendre les relations commerciales entre entreprises formelles et entreprises informelles. Il a fait ressortir ses pertinences, ses motivations, ses contraintes. Pour lui, il est question de tout mettre en œuvre pour réussir ce processus de formalisation. Il a terminé par une série de mesures pouvant aider efficacement à la formalisation. État de la mise en œuvre de la stratégie nationale intégrée de formalisation de l'économie informelle
était la deuxième thématique présentée par M. Dosso, sous-directeur de la Direction générale de l'emploi. Il a exposé sur les axes de cette stratégie, dont l'objectif est d'inverser progressivement la tendance informelle de l'économie ivoirienne vers une économie globalement formelle. Il a présenté quelques réalisations du projet pilote, à savoir la sensibilisation, le renforcement des capacités, la protection sociale et la protection sociale du projet pilote du secteur maraîcher sur la période 2022-2024, avant de donner ses perspectives. Pour l'état de mise en œuvre des recommandations de l'étude réalisée en 2019 par le comité de concertation État-secteur privé, c'était l'affaire de M. Ismaël Koulibaly, du secrétariat du comité de concertation État-secteur privé. Il insiste plutôt sur la contribution de la mise en œuvre de ces recommandations. Aussi, il a brièvement parlé de la création du comité scientifique, des actions de visite sur le terrain et de diagnostic renforcé qui a permis d'avoir une cartographie des acteurs de ce projet pilote-là. Ces recommandations stratégiques ont porté sur le cadre légal, le cadre de 10, le dispositif d'enregistrement, les mesures fiscales, les dispositifs d'accompagnement et sur le renforcement des dispositifs connexes et aussi, enfin sur la facilité de la visibilité et l'accès au marché des unités de production indépendantes. La deuxième série des interventions de cet atelier a débuté avec l'apport sur le digital, l'apport digital pour une formalisation réussie porté par l'Union nationale des entreprises de télécommunications présentée par Mme Koné Gertrude. Son intervention a consisté à porter une précision sur les objectifs que doivent avoir les PME avant de vouloir se formaliser. Elle a fait mention de 3 acteurs à ce niveau, les PME, les compagnies de téléphonie et l'État, avec des actions précises de chaque acteur à travers les objectifs listés, qui sont accroître son business, organiser son activité, renforcer sa sécurité et se formaliser enfin. Intervenant sur les actions de Côte d'Ivoire PME en matière de formalisation des unités de production informelle, M. Mamadou, il a, sur la base d'un état de lieu en chiffres sur le secteur informel, précisé l'urgence de mener très rapidement des actions menant à la formalisation d'un certain nombre de PME qui sont aptes à la formalisation. Enfin, je me répète. Les actions de Côte d'Ivoire PME ont permis d'initier un projet de statut de l'entrepreneur pour répondre à cette quête-là. La formalisation des unités de production indépendantes. Il a enfin insisté sur la nécessité de créer un cadre avec tous les acteurs identifiés et cartographier les unités de production indépendantes afin de mettre en place des mesures incitatives pour la formalisation. Il est revenu ensuite à M. Ekou Paul, membre du conseil administratif du MPME, d'intervenir sur les contraintes des TPME à migrer vers la formalisation et les mesures à prendre pour y remédier de façon pérenne. Le communicateur a brièvement exposé sur l'état d'esprit des PME, des faits vécus, des réalités quotidiennes des PME dans le cadre de leur activité. Pour lui, les contraintes sont entre autres la complexité du formalisme, les lenteurs administratives, l'inadaptation du formalisme aux PME. Il a ensuite proposé des mesures qui sont d'adapter le formalisme, d'encadrer les PME, la mise en disposition des dispositifs pour une formalisation. À la suite, les travaux ont porté sur la présentation d'expériences d'acteurs économiques présentées par M. Konan Loukou, manager sécurité et environnement de travail à Prosuma. Il est revenu sur la nécessité de créer un cadre d'échange et de travail en synergie pour proposer les solutions afin d'apporter une forte
formalisation des UPI. Il a ensuite partagé les raisons qui ont causé l'arrêt du projet Mini-Prix, à savoir la fiscalité, le comportement de certains bénéficiaires et le problème de local. Il est revenu à Mme Karine Tano, chef du service des impôts directs, et à la Direction générale des impôts de répondre à la problématique suivante. Quelle fiscalité, y compris en matière sociale, pour une transition réussie des unités de production informelle? Son intervention a porté sur 2 axes nécessaires. Elle a d'abord fait un état de lieu du dispositif et ensuite montré les mesures incitatives à la formalisation. Il ressort de son intervention que les PME, même étant informels, payent indirectement les impôts. Donc, il serait bénéfique pour eux de se formaliser. Après ces interventions, il y a un certain nombre de recommandations qui ont été faites durant toute cette journée. Au titre des recommandations, il est question de proposer un statut juridique simplifié, incitatif à la formalisation, de simplifier les montants et les procédures de paiement des cotisations sociales et des taxes, renforcer les capacités des entreprises informelles, de développer des incitations claires pour faciliter l'adhésion des opérateurs économiques informels, impliquer les entreprises formelles dans la stratégie de formalisation des acteurs informels, la nécessité d'une mise en cohérence de toutes les initiatives de formalisation des acteurs informels des ministères sectoriels, la simplification de dispositifs d'enregistrement et de formalisation, centralisation et réduction des coûts, la mise en place de mesures fiscales et sociales incitatives, alléger le mode de calcul de la taxation, système de prélèvement unique fiscal et social, développement de dispositifs d'accompagnement du secteur informel, assistants techniques, programmes d'appui et fonds. Développer le dispositif d'accompagnement du secteur informel. Non, je me répète. La facilitation de la visibilité et de l'accès au marché des unités de production indépendantes. Et enfin, la mise en place d'une task force composée de la CIPME, MPME, CGCI, la FIPME, la DGI, la DGE et la Chambre des métiers pour approfondir les propositions qui ont été faites. Fait à Abidjan le 6 juillet 2023, le rapporteur. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Je pense que c'est une trame qui nous permettra, qui va être améliorée. On va y intégrer les recommandations faites par les différents communicateurs et vous le renvoyer pour éventuellement retoucher pour qu'on sorte un document qui soit plus proche de ce que nous avons discuté durant toute cette journée. Mon président, là, il va fermer l'atelier. Et puis, de là, on va aller prendre le café. Il se passe s'il y a pas un café. Alors, au moment où il est convenu de conclure, j'allais dire, cette journée de travail, je voudrais vraiment saluer l'initiative qui a été prise de créer ce cadre pour permettre donc à toutes les entités qui sont là représentées à des niveaux, j'allais dire, très, très élevés et très experts, parce que les contributions auxquelles nous avons eu droit sont des contributions pertinentes et qui englobent la totalité du sujet. Je pense que les propositions et recommandations que nous venons d'arrêter vont nous permettre d'avancer sur le sujet et surtout, comme on l'a dit dans les deux groupes, de pouvoir mettre en synergie tous les différents efforts qui sont faits par les ministères techniques. Mais surtout, je voudrais remercier tout particulièrement l'appui technique, financier que nous avons
et que nous avons toujours d'ailleurs. C'est des remerciements que nous renouvelons chaque fois que l'occasion nous est donnée de Actem Dakar, et particulièrement en la personne de Madame Kzadi qui est pratiquement pour nous, j'allais dire, devenue un membre du patronat ivoirien, tant elle nous appuie. Mais vraiment souhaiter que ces 2,5 millions d'entreprises qui sont dans le secteur informel, en dehors même, j'allais dire, des personnes individuelles qui le sont aussi, puissent très rapidement, j'allais dire, intégrer la formalisation, parce que le but recherché, c'est quoi? C'est élargir l'assiette pour que moins de pression fiscale s'exerce sur les entreprises formelles, et que, ce faisant, les contributions fiscales qui entrent dans les caisses de l'État permettent à l'État, évidemment, de faire face à ses charges, et cela étant d'élever le niveau de vie de l'Ivoirien à travers donc un produit intérieur brut qui soit au niveau des pays intermédiaires ou alors des pays développés. En tout cas, je veux me féliciter de ce que tous ceux qui étaient là depuis ce matin sont restés, bon, à l'exception de certaines personnes qui nous sont excusées à cause de charges diverses qu'elles avaient, mais en tout cas, vous remercier parce que ça prouve l'engagement que vous avez par rapport à l'importance, j'allais faire, à la crucialité du problème. En tout cas, merci à tous, très bonne fin de journée, et que Dieu accompagne chacun d'entre nous à son domicile dans de très bonnes conditions. Merci.